forme d'un débat, d'échange entre nos intervenants qui viennent d'horizons divers, comme je l'ai souligné, et ensuite qui sera suivi, à la suite d'une pause, qui sera suivi par un échange entre les intervenants et le public, en l'occurrence vous, d'accord, et vous pourriez éventuellement poser toutes les questions donc qui reflètent les difficultés que sont les vôtres. Et donc avant tout, pour introduire donc cette table ronde, je voudrais donc introduire donc cette table ronde avec quelques passages d'un philosophe, Michel Serres, qui au printemps dernier, à l'occasion d'une table ronde justement sur l'éducation, eh bien, a tenu des propos, on va dire, très importants, des propos, on va dire, qui sont pertinents, des propos qui nous concernent et qui nous éclairent sur les défis de l'éducation de demain. Donc, dans un article diffusé au Monde, intitulé « Éduquer au XXe siècle », Michel Serres fait le constat que nos enfants aujourd'hui ne sont plus les mêmes par rapport aux enfants d'autrefois, et que les enfants d'aujourd'hui vivent dans un environnement qui est, on va dire, très complexe. Des enfants qui sont formatés par les médias, par la publicité, des enfants qui ont grandi dans la ville, contrairement à leurs parents ou à leurs grands-parents, des enfants qui n'ont pas connu la ferme, qui n'ont pas connu les animaux, des enfants qui vivent dans le monde de l'Internet, de SMS, etc. Des enfants qui sont programmés, comme il le dit, des enfants qui vivent sur une autre terre, selon lui. Alors voici ce qu'il nous dit, et donc pour introduire donc cette conférence, débat, ces enfants habitent donc le virtuel. Les sciences cognitives montrent que l'usage de la toile, c'est-à-dire Internet, lecture ou écriture au pouce des messages, consultation de Wikipédia ou de Facebook, n'excite pas les mêmes neurones, ni les mêmes zones corticales que l'usage du livre, de l'ardoise ou du cahier. Ils peuvent manipuler plusieurs informations à la fois. Donc il parle des enfants d'aujourd'hui. Il ajoute également la chose suivante: sans que nous nous en apercevions, un nouvel humain est né. Voilà ce qu'il dit. Un nouvel humain est né, pour qualifier l'enfant d'aujourd'hui. Un nouvel humain est né pendant un intervalle bref, celui qui nous sépare des années 70. Il ou elle, l'enfant, il ou elle, n'a plus le même corps, la même espérance de vie, ne communique plus de la même façon, ne perçoit plus le même monde, ne vit plus dans la même nature, n'habite plus le même espace, né sous péridurale et de naissance programmée, ne redoute plus, sous soins palliatifs, la même mort, n'ayant plus la même tête que celle de ses parents, il ou elle connaît autrement. Et ensuite, après avoir fait ce constat, il s'interroge, dans la mesure où ses enfants sont complètement différents, vivent dans un monde qui est différent, quelle connaissance, quel savoir, quel savoir-faire, quel savoir-être, en l'occurrence, quelle éducation nous devons donner à ces enfants. D'où la problématique, quel mode d'emploi aujourd'hui. D'accord? On est là pour effectivement débattre de cette question-là, quel mode d'emploi. Avant de donner la parole à nos invités qui vont se présenter, qui vont présenter effectivement chacun son domaine de spécialisation, je fais le constat qu'aujourd'hui il n'est pas très nombreux par rapport à d'habitude. On peut le regretter, mais c'est aussi une chance. On n'est pas là pour faire de la quantité, on est là avant tout pour de la qualité. C'est-à-dire que le but, avant tout, c'est qu'on ait des frères, des sœurs, qui soient là, qui éventuellement comprennent les enjeux, comprennent les défis qui nous attendent, afin qu'à leur tour, ils soient de bons éducateurs et qu'ils puissent effectivement être un trésor, une ressource pour éduquer leurs enfants et éduquer, ou pourquoi pas, d'autres enfants, les enfants
du voisin ou les enfants à l'école, etc. Donc le but, si vous voulez, c'est ça, on est là avant tout pour essayer effectivement de se former. C'est la raison pour laquelle il va y avoir des échanges et ensuite la parole vous sera donnée pour essayer d'enrichir le débat. Parce qu'on n'est pas là aussi dans une logique consumériste, on n'est pas là pour consommer, certains parlent, d'autres écoutent, on est là pour échanger afin d'avancer ensemble. Voilà, donc je donne la parole sans plus tarder à nos invités qui vont se présenter et ensuite effectivement lancer le débat, l'éducation pour demain, quel mode d'emploi. Je me présente donc Khadija Chir, docteur en psychologie et psychopathologie. J'enseigne à l'Université Lyon 2 à des étudiants qui se destinent avant tout à devenir professeurs des écoles et aussi tous les métiers en lien avec l'enfant. Je travaille aussi pour la fonction publique territoriale où je donne des formations à du personnel, on va dire, on peut dire extrascolaire, c'est-à-dire tout ce qui est ATSEM, personnel de cantine. Toutes les problématiques liées aux enfants, on les rencontre aussi là, hein, dans les garderies scolaires, à la cantine et aussi dans la relation à l'enfant concernant le travail d'ATSEM. Et j'ai aussi un cabinet sur la commune de Villeurbanne et très bientôt sur la commune de Louhans puisque j'ai déménagé. Un cabinet où je reçois avant tout des enfants et des adolescents sur, on va dire, les questions scolaires, les problématiques scolaires avant tout. Et bon, je pense qu'on aura l'occasion de beaucoup en parler. Et je ne sais pas si on peut... Enfin, je suis moi déjà surprise de la citation de Michel Serres. On pourra en parler. C'est la première fois que je m'arrête à Mâcon. Je passe souvent, mais j'ai eu l'occasion de venir rarement. Donc ça fait plaisir d'être parmi vous. Je vous remercie pour votre accueil. Donc je m'appelle Abdelali Bagheza. Je suis originaire du Nord Pas-de-Calais. J'habite à 2 heures d'ici, donc dans un petit village à Château-Chinon depuis 8 ans, puisque j'ai quitté effectivement la grande ville pour la campagne. C'est le fruit effectivement d'un choix de vie lié aussi à des considérations éducatives et pédagogiques avant tout. Donc j'ai un double cursus à la base. Donc j'ai fait un DESS de marketing et une expérience en monde de l'entreprise que j'ai ensuite quitté. Et j'ai aussi un cursus universitaire en histoire. J'étais notamment jusqu'en thèse, mais une thèse qui a du mal à accoucher. Donc j'ai voulu travailler notamment sur la présence intellectuelle musulmane au 19e et au 20e siècle en France. Donc voilà, c'est pour la partie plutôt, on va dire, scolaire. Et donc j'étais enseignant pendant un temps. J'ai aussi déchanté et j'ai donc arrêté l'enseignement. Et aujourd'hui, donc, je me consacre après donc avoir une expérience assez riche au niveau associatif, puisque j'ai quasiment milité pendant une vingtaine d'années dans le monde associatif musulman que je connais assez bien, en France notamment. Donc, étant devenu parent, je me suis aussi beaucoup intéressé aux questions pédagogiques, à l'enseignement, à l'éducation, à la morale, l'éthique, etc. Et aujourd'hui, donc, je m'inscris dans une démarche où je réfléchis beaucoup avec un certain nombre de familles à trouver des solutions alternatives justement au système général donc, dans lequel nous vivons, qui est une proposition éducative massive, l'école. On a parlé aussi des médias, de l'Internet, des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, si vous voulez, mon créneau, c'est plus sur la pertinence de solutions alternatives à notre échelle, en fonction de nos moyens, par rapport donc aux contraintes et aux difficultés qu'on peut rencontrer sur le terrain. Et notamment, depuis 4 ans, avec plusieurs familles sur Château-Chinon et un peu partout en France, on a essayé de mettre en place un certain nombre de structures liées au scoutisme, puisqu'on a trouvé à travers le scoutisme une solution alternative intéressante et une proposition éducative assez intéressante pour pallier aux déficiences qu'on peut rencontrer, pour répondre aussi à une attente des familles qui se posent beaucoup de questions. Et on a trouvé très souvent, et je conclurai par là, l'image chez nous, chez les scouts, de dire que un canif et un bout de bois dans une forêt, c'est ce qui rend un enfant le plus heureux du monde. Et c'est l'alternative absolue à la Wii, à la DS, à Internet, au SMS, au SMS, c'est ça qu'on dit, au SMS et autres productions de la modernité qui parfois effectivement nous kidnappent nos enfants loin de nos attentes personnelles. Mais bon, on aura l'occasion d'approfondir dans le débat, Inch'Allah.
Merci. Salam alaikum. Alors, Esdina Marie. Pour me présenter, alors, je suis travailleur social depuis une vingtaine d'années. Je travaille avec des enfants depuis 24 ans. Voilà. Donc je me pose la question et je réfléchis sur l'éducation et comment faire grandir dans le respect de l'autre depuis au moins une vingtaine d'années. Voilà. Moi je suis là pour partager mon expérience, ma réflexion. Je suis aussi là pour apprendre. Voilà. Je crois qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Je fais partie d'un système qui s'appelle l'aide sociale à l'enfance. Donc je travaille majoritairement avec des gens qui sont en grande souffrance, de par ce que vivent les parents avec des difficultés avec leurs enfants, et des enfants qui sont en grande souffrance, parce que quand les parents souffrent, les enfants souffrent, et vice-versa. Voilà, donc ça ne veut pas dire que l'aide sociale à l'enfance prenne en charge tous les gens qui souffrent en France, loin de là. Il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence dans leur appartement, dans leur maison, ou même dehors. C'est ici, c'est maintenant, c'est en France. Voilà, donc c'est un souci que j'ai depuis très longtemps. Je pense que je suis un militant dans l'âme, un militant de la protection de l'enfance. Voilà, donc j'y crois. Et quand je dis enfance, c'est la protection de l'individu, parce que l'enfant qui est en nous, il reste là tout le temps. Et je crois que c'est ce qui nous percute de plein fouet quand on devient parent, et qu'on doit apporter à notre enfant mieux qu'on a eu, ou faire mieux, ou alors faire le maximum. Et que un enfant, en fait, il est là pour nous mettre en difficulté. Il est là pour nous mettre en échec. C'est son travail. Et que d'être cool en face des difficultés et des échecs, c'est un petit peu le mot d'ordre. Mais être cool, ça s'improvise pas, ça se travaille. Ça se travaille en se regardant soi-même, en réfléchissant sur ce qu'on a vécu, et puis aussi en communiquant avec d'autres parents et puis avec d'autres professionnels si on a besoin d'être aidé. Voilà. Mon axe donc est la bientraitance et la bienveillance, mais pas à tout prix. Bientraitance, bienveillance, mais avec de l'exigence, parce que on ne devient pas un adulte en étant élevé sans exigence, sans cadre, sans projet de vie, sans futur, sans avenir. Et pour avoir un futur et un avenir, il faut aussi pouvoir penser son passé. Voilà la particularité qui concerne une catégorie qu'on appelle en France les minorités, dont de fait je fais partie, et d'ailleurs assez fièrement. Je crois que ce qui est important, c'est de savoir d'où on vient et puis un petit peu savoir où on va. Voilà. Et puis, il y a toute une période où les personnes arrivées, entre autres, d'Afrique du Nord, mais c'est aussi beau et grand que l'Amérique, pensaient y retourner. Je crois que c'est plus le cas. Voilà, la France est de fait, même si les gens s'en rendent pas encore compte, notre pays, le pays où on vit plus de temps. On est en fait comme beaucoup de gens d'origine française, c'est-à-dire qu'on a le luxe d'aller en vacances en Afrique du Nord, parce qu'il fait un peu plus beau, et quand on vient de là-bas, on a une chance aussi, c'est qu'on a souvent une maison, des choses là-bas, et puis quand on vient de la France, on a un petit peu plus de moyens que les autres, donc on vit un petit peu mieux. Voilà, on est un petit peu des embourgeoisés d'un été, mais ce qui est important, c'est que ce voyage-là, faut jamais oublier qu'il se fait aussi en lien avec des racines. Pour revenir au sujet, donc, mais on y était quand même, éducation, quel mode d'emploi ouais, d'accord. Voilà, juste pour ça, voilà, je passe la parole. Juste, je suis travailleur social, donc et je suis cadre en travail social. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la formation. Parce que le défi, c'est la formation. Je forme des éducateurs à être bienveillants. C'est très compliqué. Et parce que je veux que les éducateurs travaillent avec les parents, pour que les parents aussi soient bienveillants, parce que les parents sont ceux qui ont plus de pression au niveau de l'éducation. Voilà. Merci pour cette invitation. Un très grand honneur d'être parmi vous ce soir, de partager notre expérience. Je pense que chacun de nous est très heureux de le faire ici ce soir avec vous. Alors moi, mon prénom c'est Neima, mon nom de famille c'est Zeradine. Ma formation, donc double cursus, un en sciences cognitives. Donc les sciences cognitives, c'est un mot qui est très barbare, qui veut dire uniquement connaissance. C'est des sciences qui s'intéressent à finalement comment on acquiert de la connaissance, comment ce qu'on sait, on le sait, quelle structure sur le plan cérébral pourrait être dépositaire de cette connaissance. Voilà, donc, mais ça reste toujours dans le conditionnel. On s'intéresse à la mémoire, aux apprentissages. Et puis autre formation, c'est sur le plan de la psychologie, donc niveau doctorat en psychologie également. Donc pour cette formation sur le plan universitaire, sur le plan de l'expérience professionnelle, donc j'ai enseigné à l'université pendant 5 ans, un certain nombre de domaines, aussi bien sur le plan de l'informatique, puisque les sciences cognitives, c'est un cursus qui fait appel à 5 branches différentes, donc les neurosciences,
les sciences de l'informatique, les sciences du langage, la psychologie cognitive, les sciences humaines. Ça nous permet finalement d'envisager l'être humain non pas comme seulement un psychisme, même si le psychisme était très très important, et le docteur Cheikh nous en parlera un petit peu, Inch'Allah. Mais voilà, donc c'est dans un univers global qu'on essaye de concevoir les apprentissages. Donc, voilà la raison pour laquelle on enseigne en sciences, les sciences, l'informatique, aussi bien les statistiques, la communication. L'expérience également travaillée auprès d'enfants, donc de tout âge, aussi bien les petits de 2-3 ans jusqu'aux universitaires, et toujours sur le plan de l'acquisition au niveau des savoirs. Donc j'ai également un cabinet sur le développement du potentiel cognitif, du potentiel intellectuel. Donc comment finalement, à partir d'un potentiel que chacun de nous a, comment pouvoir l'optimiser, le développer. Parce qu'un enfant, lorsqu'il arrive au monde, s'il n'a pas de soucis neuroanatomiques, neurobiologiques, a priori, il a tous les éléments nécessaires entre les mains pour pouvoir réussir et aller très loin. Donc l'objectif, le défi que j'ai sur le plan de mon travail avec les enfants, c'est optimiser leur potentiel et leur donner les moyens de le faire. Alors ça, c'est sur le plan du cabinet. Ensuite, et c'est le plus grand des bonheurs que j'ai actuellement, je suis dans un projet qui est merveilleux, c'est le groupe scolaire El Kindi. Donc je suis directrice adjointe sur le plan du groupe scolaire et j'ai en charge l'école primaire. Donc c'est là où tout se construit, tout naît. Donc et là, le challenge, il est merveilleux puisque c'est là où on construit la pédagogie. C'est là où on commence à mettre les premières bases, les premiers jalons pour que l'enfant puisse construire sa pensée. Et c'est vrai que ce challenge-là, il est immense. Et c'est celui pour lequel je suis très très fière d'être, Allah m'a favorisé, parce que c'est réellement un privilège d'être dans ce projet-là et de pouvoir participer à la construction, ne serait-ce que voilà, de près ou de loin à cette éducation-là. Donc voilà très rapidement le cursus, mon cursus. Après avoir évoqué un petit peu donc le domaine de spécialité de chacun, nous allons inchallah pouvoir rentrer dans le vif du sujet et nous poser un certain nombre de questions. La première question, faut-il, on va commencer par l'informatique, faut-il un mode d'emploi? Alors c'est vrai qu'on a donc l'informatique, c'est quel mode d'emploi, mais a priori, on pourrait aussi critiquer cette formulation. Est-ce que finalement, il faut un mode d'emploi pour éduquer? D'accord. Donc, je pose la question à mes interlocuteurs. Commence toujours par droite, à droite. Tout d'abord, en fait, je voudrais revenir sur l'introduction parce que j'ai trouvé qu'elle était vraiment très très pertinente. Et je trouve qu'elle donne tout de suite le ton, dans la mesure où... quand on parle de l'enfant de cette manière, pour ma part, je trouve que tout de suite on stigmatise l'enfant. Tout de suite, c'est l'enfant qui est responsable. Et je pense que même si l'époque a changé, même si les enfants ont plus de choses qu'on a eues, nous, à notre époque, avec Internet, avec les jeux vidéo, avec les SMS, avec le téléphone portable, pour ma part, je crois qu'on a toujours affaire au même enfant. On a toujours affaire au même enfant, avec les mêmes besoins, avec les mêmes envies, avec la même nécessité de développer sa personnalité. Mais en effet, si des philosophes comme Michel Serres, et il n'est pas le seul, pensent que l'enfant est devenu, pour ma part, comment je l'ai entendu, est devenu un extraterrestre, eh bien tout de suite, ça fait peur. On ne sait plus comment les éduquer. Et cette façon de voir l'enfant, je crois, c'était la même façon qu'on avait il y a quelques années de voir l'adolescent. L'adolescent, on le voit toujours un peu comme un extraterrestre, quelqu'un qui fait peur. Et je pense que quand on voit l'enfant comme quelqu'un qui fait peur, la première chose qu'on va avoir tendance à faire, c'est à être en conflit avec lui. Et si on commence à communiquer avec l'enfant en ayant pour base le conflit, je pense que le problème est mal posé. Alors, dans cette introduction, j'avais entendu l'enfant est responsable. L'enfant profite de tout ça et en fait nous fait subir des désagréments. Et encore une fois, je pense qu'il faut prendre les choses différemment. Alors après, est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Pour ma part, je pense qu'il y en a un et il n'y en a pas.
je pense personnellement qu'il n'y a pas de miracle, hein. On n'a pas de solution miracle, de solution toute faite. Mais je pense quand même qu'il y a un cadre, on doit quand même poser un cadre à l'enfant, même si par ailleurs l'enfant a tout ce qu'il faut, Internet, jeux vidéo, portable, ça ne m'empêche pas de lui dire tu joueras aux jeux vidéo quand tu auras fini tes devoirs, tu n'utiliseras pas ton portable quand tu es à l'école, enfin de lui mettre un cadre et des limites. Donc si on entend par mode d'emploi donner des repères à l'enfant, donner un cadre, ne pas céder sur des caprices, mais en parallèle laisser l'enfant s'épanouir, laisser l'enfant développer sa personnalité, laisser l'enfant arriver à se connaître pour savoir qui il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il souhaiterait devenir, eh bien je dis oui, dans ce cas oui. Le mode d'emploi est entre les mains des parents, des éducateurs. On va leur donner des pistes, puisque il y a déjà des expériences qui ont été faites où on a laissé les enfants faire ce qu'ils voulaient et on s'est rendu compte que c'était la catastrophe. Donc en effet, il y a quand même un cadre à poser. Mais je dirais pour ma part, un cadre pas trop rigide, un cadre suffisamment large pour que l'enfant puisse s'épanouir, mais un cadre qui va le sécuriser et qui va lui montrer qu'on est là. Parce qu'au final, l'enfant, comme l'adolescent d'ailleurs, a besoin de sentir que l'adulte est là pour l'aider, pour lui montrer où est le chemin, tout en le laissant trouver aussi sa voie tout seul. Je rajouterais, et encore une fois je reviens à la citation de Michel Serres, qu'on ne doit pas avoir peur de l'enfant qui s'oppose. On ne doit pas avoir peur de l'enfant qui n'est pas d'accord. On doit se dire, voir l'aspect positif et se dire, quand l'enfant s'oppose, quand l'enfant n'est pas d'accord, quand l'enfant dit je veux, eh bien, il est en train de nous montrer qu'il a de la personnalité et qu'il n'est pas comme nous. Parce que le rêve, on va dire inconscient de chaque parent, c'est que l'enfant soit au moins comme nous, voire mieux que nous. Et donc dès qu'il va s'opposer, on va le prendre comme une menace. Donc pour ma part, je pense qu'il ne faut pas voir l'enfant comme un extraterrestre, ni avoir peur de l'enfant, mais au contraire, aller avec l'enfant, accompagner l'enfant. On risque de pouvoir se répéter aussi peut-être. Hein. On va essayer à chaque fois d'aborder d'une façon différente pour que ça soit quand même complémentaire et intéressant. Si on devrait parler de mode d'emploi, c'est vrai que c'est une formule un peu limitative par définition, puisque l'être humain étant complexe, c'est pas effectivement un appareil technique avec une notice. Mais on pourrait dire que si on fait une comparaison historique entre les sociétés traditionnelles, qu'on soit en Europe ou même dans les pays musulmans, et on va dire les sociétés post-industrielles, modernes, etc., on réalise on peut dire que dans le temps où dans la société plus ancienne, il y avait une forme de mode d'emploi, c'est-à-dire qu'il y avait une cohérence entre ce que le prêtre pouvait dire dans son église, la norme sociale du village, ce que l'instituteur ou l'institutrice, qui était parfois aussi le prêtre d'ailleurs, ou l'imam dans les villages du monde musulman, il y avait une cohérence d'ensemble et on va dire que tout le monde avait le même mode d'emploi parce qu'on partageait un système normatif qui était commun, avec un même système de référence, etc., et des limites et des valeurs qui étaient réciproques et partagées. Ce qui a beaucoup changé, l'exemple du téléphone portable est intéressant, c'est qu'avec le développement technologique, la généralisation de la modernité dans ses aspects techniques, on passe par un grand changement, et en tout cas un bouleversement du système antérieur, c'est que l'ensemble de ces innovations techniques et ces innovations sociales aussi, par exemple le multiculturalisme dû à l'immigration qui a modifié les structures des sociétés, l'exode rural qui a fait qu'on est devenu pour la première fois dans l'histoire de l'humanité une véritable société urbaine avec des mégalopoles géantes où on a 20 millions, 30 millions, 40 millions d'habitants. Donc cette évolution qui est l'évolution de l'humanité, qu'on ne peut pas arrêter par définition, a contribué à bouleverser cette notice ou ce mode d'emploi qui était pérenne et qui était très ancien et finalement qui était assez stable parce qu'on s'est mis à travers le livre, à travers l'ardoise, les valeurs étaient à peu près communes, elles n'évoluaient pas trop, etc. L'exemple du téléphone portable, je reviens dessus, c'est qu'effectivement il arrive avec une rapidité incroyable, fulgurante, et s'introduit de fait
dans l'espace familial, dans l'espace social, et devient lui-même, donc cette innovation technique, les nouvelles technologies, etc., devient un acteur aussi de l'éducation. Parce que c'est pas un simple outil aujourd'hui. On peut effectivement essayer de poser des normes, de l'intégrer dans une vision éducative en disant oui, tu peux pas. Mais on oublie, bon voilà, tu peux téléphoner, l'utiliser, mais le téléphone lui-même, il serait intéressant de s'interroger, se dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, pour la tranche des adolescents par exemple, qu'est-ce que le téléphone portable? D'où ensuite une autre question, est-ce que c'est utile? Peut-on finalement, est-ce que c'est nécessaire pour l'enfant? L'enfant l'intègre nécessairement comme une nécessité, comme la paire de baskets, etc. Parce qu'il y a un système normatif à l'école qui fait que tout le monde en a. Mais finalement, est-ce que c'est réellement utile? Et surtout, en quoi le téléphone aujourd'hui a contribué à modifier les rapports entre les sexes, par exemple? Aujourd'hui, les garçons et les filles ne communiquent plus de la même façon et avec les mêmes règles ou les mêmes retenues du fait de ce nouvel intervenant qu'est-ce qu'on appelle le monde virtuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un rapport, dans une adolescence, une puberté en plein développement, etc., on est dans un espace mixte par définition, qui est la société, l'école, etc., d'ailleurs même la mosquée, finalement, et on est en train de construire un échange, on est avec l'autre sexe, où on est censé apprendre à repérer les différences, à se définir par rapport à l'autre, à essayer d'élaborer son espace d'intimité, etc. Eh bien, ce petit appareil électronique va venir tout modifier. Parce que le fait qu'on puisse communiquer à distance et par SMS, on change complètement sa façon de transmettre des messages avec l'autre. Et un élément intéressant, où il y a toute une étude psychologique à faire sur le sujet d'ailleurs, ça pourrait être intéressant, c'est de voir à quel point, par exemple, le téléphone portable comme Internet agit comme il désinhibe la relation. Il agit comme un élément, on dit désinhibiteur, voilà. Et donc la retenue normale que dans le système ancien, on va dire traditionnel, où naturellement par socialisation familiale, scolaire, etc., une certaine retenue de fait, qui est même d'ailleurs liée à la fitra, entre par exemple le garçon et la fille. Aujourd'hui, le SMS va venir perturber, parce que c'est plus facile de dire à une fille tu es jolie par SMS, que la regarder dans les yeux et lui dire, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces nouvelles technologies qui sont introduites jusqu'au cœur de nos familles, puisqu'on est censé l'avoir à la maison, etc. L'école, c'est devenu aussi un outil pédagogique, Internet. Eh bien, même si on essaye de l'intégrer dans une perspective éducative, en essayant de poser les limites qu'il faut, etc., il n'en reste pas moins qu'on a du mal à estimer, parce que c'est très récent, ça a quelques années, à quel point ces nouveaux acteurs de l'éducation qui sont informels finalement, qui ne sont même pas des personnes, vont contribuer aussi à éduquer nos enfants, d'une certaine façon. Et parfois, il est très difficile d'estimer jusqu'à quel niveau. Et donc, c'est parfois pas suffisant de se dire simplement, je vais décider de mettre un certain nombre de normes par rapport à l'utilisation de l'Internet à la maison, et ne pas me soucier, concrètement, est-ce qu'aujourd'hui la télévision, par exemple, ou Internet, donc, parce que Internet s'est rajouté à la télévision qui était déjà chronophage. La télévision consommait déjà du temps à la maison, et c'était autant d'heures en moins que les parents pouvaient passer avec les enfants pour diffuser les valeurs familiales, parler des problèmes, manger à table. Aujourd'hui, on mange à table, et Pierre envoie le SMS à son copain, et Fatima à sa copine, et on est à table. Des extrémités comme cela existent. Et donc voilà, c'est vraiment des questionnements qu'il faut pouvoir approfondir. Et le mode d'emploi, je pense qu'on peut dire qu'il a pu exister à une certaine époque, dans le sens où c'était une société traditionnelle qui se répétait inlassablement avec le siècle. Mais on va dire depuis une cinquantaine d'années, il y a un véritable bouleversement qui en vérité brouille tout le monde, y compris les philosophes, puisque tout le monde aujourd'hui cherche à se positionner, cherche des réponses. Donc ça mérite d'être approfondi. Réagir, parce que du coup j'écoutais et puis j'y pensais en même temps, je me disais pourquoi pas en fait, pourquoi pas un mode d'emploi. Alors oui, un mode d'emploi si c'est la question en fait du comment faire, et si c'est quelque chose qui va pas être de l'ordre pour le coup du dogme, c'est-à-dire que à partir du moment où il est ficelé et posé, on l'impose à tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que la question du mode d'emploi, du comment faire, si ce sont des réponses à des questions qu'on se pose sur le terrain, et qui, quand je dis le on, en fait, c'est probablement ici les parents. Voilà, donc les parents entre eux, les parents avec les amis, les parents avec les collègues de l'association, les parents avec les instituts, les parents avec le psychologue, parce que des fois on a besoin d'aller rencontrer un psychologue qui va nous donner des informations et une ouverture sur les soucis qu'on peut rencontrer avec notre enfant.
Et je me dis pourquoi pas, parce que je pense que, en fait, la question du mode d'emploi pose la question du désarroi, du fait que le parent soit un petit peu perdu. Et que, ben ça oui, moi ça m'arrive. Hein. Mes gamins, je travaille dans l'éducation depuis 24 ans, je sais pas comment faire. Ben, des fois je leur dis. Voilà, je leur dis que, ben écoute, tu me poses une question là, je sais pas trop comment faire, je vais y réfléchir. Réfléchis-y toi aussi, puis propose-moi quelque chose. Voilà. Puis des fois, ben, je suis moins disponible, du coup ils me posent une question qui me dérange, donc je dis non tout de suite. Voilà, c'est plus simple, c'est traité, c'est rangé. Puis comme je suis quelqu'un qui pense tout le temps, ben forcément je le rappelle. Puis je lui dis, bon écoute, j'ai répondu un petit peu vite, on va rediscuter de ce que tu m'as posé comme question. Et voilà, je crois qu'il faut être, je redis, hein, j'emploie rarement ce mot-là, mais je trouve que faut être cool, quoi. Faut être cool d'abord avec soi. C'est compliqué de faire grandir ses enfants, et je suis d'accord hein, sur le fait que ces enfants-là n'ont pas vraiment changé en termes de demande au regard de ce qu'ils voudraient que leurs parents leur apportent. Voilà. En même temps, la technologie, elle est ce qu'elle est. Moi, je trouve ça, je prends les choses nouvelles comme une opportunité, et non pas comme quelque chose qui peut nous perdre. Et que je me disais, en fait, au niveau du projet, et du coup, j'en arrive à la question du projet, peut-être qu'il faudrait un mode d'emploi ou un comment faire pour éduquer nos enfants à être intelligents. On est percuté tous les jours par de l'information, soit. Alors moi, je suis pas non plus tout à fait d'accord avec la vision de notre cher ami philosophe, parce que c'est un peu réducteur. Le monde est ce qu'il est, en fait, à l'image de ce qu'il est devenu. Sauf qu'avant, c'était pareil. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, les enfants s'autonomisent un peu plus tôt. Moi, je pense qu'il faut qu'on se pose la question, nous, en tant que parents, si nous, on n'autonomise pas nos enfants plus tôt, si on les rend pas plus grands plus tôt, si on leur demande pas de gérer des choses plus tôt, et ainsi de suite, parce que quand même, il y a une chose, c'est qu'il faut qu'ils soient prêts pour affronter cette société. Cette société, elle n'est pas simple. Là, on est en train de nous dire que l'Europe va exploser, que l'euro va disparaître. Vous imaginez quand même ce que ça veut dire dans les têtes des gens. Ouais, quand on n'est pas un petit peu économiste et qu'on n'a pas des choses, quand on n'a pas les moyens de décrypter l'information, ça peut être effrayant tout ça. Donc il nous faut des enfants intelligents. Voilà, je pense que la télé, voilà, mon père me disait cet après-midi qu'en Tunisie, ils ont bloqué les chaînes de France. Voilà, je trouve pas ça très intelligent. Il vaut mieux éduquer les gens à faire le tri des programmes plutôt que d'interdire les chaînes. Parce que les chaînes, elles sont inévitables. On va sur Internet, on a accès à tout et à rien. Donc voilà, je suis pour le rendre intelligent. Et pour rendre intelligent, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aussi se prendre en main et se faire violence et devenir peut-être un petit peu plus intelligent et peut-être avoir moins peur de ce qui nous fait peur. C'est ça aussi que je voulais aborder, c'est-à-dire que la question de la valeur est jamais très loin, me semble-t-il, de la question de nos peurs. Et nos peurs, elles sont toujours collées à la question, il me semble-t-il encore, du désir de ce qu'on projette pour nos enfants, pour qu'ils soient effectivement mieux que nous, au moins comme nous. Et qui dit valeur dit responsabilité. Et là, la question quand même du religieux vient percuter de manière extrêmement forte la question de la responsabilité. Si jamais nos enfants ne sont pas des bons adultes musulmans, on y sera forcément pour quelque chose. Sauf que si on se pose la question comme ça, on oublie réellement tout le sens de la religion et tout le sens de la vie et de l'autonomie de l'être humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne demande pas aux parents de fabriquer des gens pour plus tard. On demande de leur donner une éducation pour qu'ils deviennent des gens stables et sains plus tard, au regard des valeurs qu'ils ont. En l'occurrence, ici, il s'agit de l'islam, c'est comme ça. Et je trouve que c'est ça, là, que c'est pas pareil. Je ne crois pas qu'on nous demande de les façonner, de les sculpter. On nous demande de leur donner les moyens d'être des gens intelligents, capables d'affronter n'importe quel contexte de vie, et puis de prendre des décisions qui seront leurs décisions. Elles seront peut-être pas bonnes pour nous. Et ça, du coup, c'est à nous de travailler sur nous-mêmes, mais ce seront leurs décisions. Et c'est pour ça que je trouve que la question de l'éducation, elle est d'abord à se poser vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on travaille ou quand on pense comment éduquer notre enfant, on pense d'abord, me semble-t-il, comment on s'éduque nous-mêmes et comment au quotidien on est bienveillant, bien traitant avec son voisin, son ami, son épouse, son mari, son fils, son collègue de travail, voilà. Et l'éducation, c'est aussi, je vais arrêter par rapport à ça au niveau du projet, je pense que c'est aussi l'exemplarité et que c'est quand même compliqué de demander à un enfant ce qu'on n'applique pas. Je m'explique. Les enfants, souvent, on oublie qu'ils sont là. J'ai récupéré ça dernièrement dans un colloque, c'est super intéressant. Ce sont des BD, ça s'appelle pour éviter les 12 violences. Parce qu'en fait, on est tous pareils. Des fois on va bien, des fois on va pas bien, et régulièrement, quand on parle à nos enfants, à nos voisins, on est direct, on est agressif, voilà, on dit un non parce qu'on n'est pas bien, et ça s'appelle les 12 violences. Et ce qu'il notait aussi dans une BD, dans un clip, c'est la question de comment nous,
on percute et on renvoie de l'agressivité à l'autre sans même s'en rendre compte. Et comment, par exemple, là, il montre une BD où il y a plein de mamans et de papas qui se réunissent, qui parlent de ce qui s'est passé aux infos la veille. Donc je ne vais pas donner d'exemple parce qu'il y a des enfants effectivement ici. C'est très très grave. D'accord ? Il y a tous les enfants qui sont autour. Ils parlent de sujets gore, graves, très très graves. Donc voilà. Vous imaginez quelque chose. Les enfants sont autour. Ils sont au parc et au bout de tout d'un coup, tous les enfants se mettent à hurler. Et qu'est-ce qu'on entend? On voit des petites bulles. Oh, ils sont fatigants ces enfants, ils sont chiants ces gamins. Eh ben non, ils ont été percutés par le propos des parents qui a été d'une extrême violence et leurs petites oreilles d'enfants sont sûrement pas prêtes à entendre tout ça. Donc du coup j'appelle à la vigilance, mais c'est à tous, hein, moi je me le dis à moi aussi, hein, franchement avec toute humilité, à cette vigilance qu'on doit avoir pour préserver nos enfants. Moi je pense qu'un parent qui ne vérifie pas, qui ne contrôle pas la télé, c'est un manque de vigilance. Je ne vais pas le condamner, c'est pas ça la question, c'est comment nous sommes vigilants pour permettre à nos enfants de vivre au moins un tant soit peu l'état d'enfance. Voilà. Je trouve que ça c'est plutôt un début de projet intéressant à réfléchir. Des sciences cognitives et donc notre philosophe qui dit que nous sommes formatés par les médias, programmés. Alors je dirais plutôt qu'il s'agit d'une déprogrammation et malheureusement pas d'une programmation, même si on lobotomise, mais on déprogramme beaucoup, notamment au niveau de la pitara petit à petit, et on déstructure les enfants, on déstructure l'adulte. Alors, le côté néfaste de l'image, puisque nous sommes dans un monde rempli d'images, nous sommes envahis par des images, télé, affiches publicitaires, internet, les spots publicitaires qui sont diffusés régulièrement. Donc cette image-là, qu'est-ce qu'elle entraîne sur le plan du cerveau? Alors effectivement, ce ne sont pas les mêmes cérébrales qui sont activées lorsqu'on va lire un texte et lorsqu'on va voir une image. Alors l'idéal, c'est qu'il y ait les deux. Bien sûr qu'il y ait du texte et de l'image pour pouvoir construire sa pensée et avoir, lorsque un élément, que ce soit l'image ou le mot apparaît, que ce soit la notion qui apparaisse dans sa globalité. Aujourd'hui, l'image, nous sommes noyés dans l'image. Alors l'enfant noyé dans l'image n'a plus le temps de réfléchir. Hein, je rebondis également sur le plan de l'information, analyser l'information. Il n'a pas le temps. Il prend l'image comme elle vient, il entend le mot comme il vient, il l'intègre dans sa petite tête d'enfant, d'adolescent, parce que les adolescents également souffrent énormément. Et nos jeunes adultes également arrivés à la fac sont encore en construction, ils sont encore dans des problématiques qu'ils n'ont pas encore résolues. Donc c'est vrai qu'on parle dans la construction de l'enfant, de l'éducation, mais l'éducation elle se poursuit. Aujourd'hui nous sommes également encore en train de nous éduquer au jour le jour dans le contact avec les enfants. Donc nous sommes toujours en train de nous éduquer, l'éducation c'est tout au long de la vie. Alors l'image, je dirais qu'aujourd'hui lorsqu'on rencontre des enfants, lorsqu'on voit les enfants, la première chose que les parents disent, c'est « il est turbulent, il parle trop, il bouge trop, je ne sais plus quoi faire avec lui, je ne sais pas comment canaliser cette énergie-là ». Alors, ce que fait l'image au niveau du cerveau, c'est que ça empêche l'enfant de prendre son temps et de réfléchir. Donc, il se retrouve finalement, il a un cerveau qu'il doit utiliser pour la réflexion. Mais avec toutes ces images, la pensée elle est déjà construite. Où est l'imaginaire? Où est le moment où l'enfant doit se poser pour se construire lui-même son image dans la tête? Où est le moment où il doit, en lisant, voir dans sa tête cette histoire qui va se construire petit à petit et il va lui donner son sens à lui? On lui donne tout. Alors qu'est-ce qu'il lui reste à faire lui? Pas à dire j'existe aussi, j'ai le droit aussi de parler. Donc il va parler. Il va embêter, il va crier, il va casser. Donc c'est vrai que l'image, il y a du bon et il y a du mauvais. Si ce n'est pas correctement géré, effectivement, ça entraîne beaucoup plus de dégâts que de bénéfices. Alors, ça c'était par rapport à l'image et concernant les effets néfastes sur le plan de la réception et du traitement sur le plan cérébral. Maintenant, concernant le mode d'emploi sur l'éducation, alors je vais peut-être un petit peu être à contre-courant de mes collègues, je dirais qu'on pourrait peut-être mettre un petit mode d'emploi. Alors ce serait plutôt dire, oui, les cadres et les limites, il en faut. Et la première chose par laquelle il faudrait qu'on commence, c'est respecter l'enfant. On demande à l'enfant de respecter l'adulte. On est toujours en train de lui demander, respecte un tel. Mais l'enfant, à quel moment le respectons-nous? L'enfant, on le respecte comment?
effectivement, lui donnant un cadre. Ce cadre, il doit être sécurisant. Il doit se sentir en sécurité. Il doit se dire, si... Alors, c'est quoi une sécurité pour l'enfant? C'est se dire, si j'atteins cette limite-là, je saurai que c'est la limite et que mes parents seront là, mes parents, les éducateurs qui seront là pour me récupérer. C'est-à-dire qu'il va falloir le laisser tenter, donc un cadre suffisamment large pour qu'il puisse expérimenter, pour qu'il puisse se confronter à sa réalité. Et puis quand il est sécurisé, lorsqu'il sait qu'il est mis, qu'il a tous les éléments qu'il faut pour réussir, il faut qu'il soit en confiance, il faut qu'il ait confiance en l'autre, parce qu'il ne suffit pas d'un cadre. Alors si je casse la chaise ou si je casse le verre, très bien, dans mon expérience, je voulais tenter. Le verre se casse. Qu'est-ce que fait papa? Qu'est-ce que fait maman? Ça va crier. Ensuite, c'était juste une expérience, je voulais savoir comment ça fait. Bien, là, ce sera un enfant qu'on va inhiber sur le plan de l'expérimentation. Il n'aura plus envie d'expérimenter. Petit à petit, ça va être sur du long terme. Alors, j'ai pris l'exemple du verre, mais ce sont toutes ces petites expériences au quotidien que l'enfant tente pour découvrir son monde. Parce que lui, il se structure, il se construit. Il est en train de pouvoir voir le monde pour qu'il soit un acteur. Pour qu'il soit acteur de ce monde, il faut qu'il le connaisse, il faut qu'il le manipule. Mais si, à chaque manipulation, on le lui interdit, s'il est interdit de manipulation, d'expérimentation à chaque fois, à quel moment pourra-t-il expérimenter? Donc il va perdre petit à petit confiance déjà en lui et confiance dans son entourage. Alors s'il a perdu cette confiance-là, à quel moment pourra-t-il construire un projet? Parce que pour construire des projets, pour être des visionnaires, il faut se dire que tout est possible. Mais si déjà c'est régulièrement dans l'impossible, comment pouvoir envisager le possible et l'impossible pour lui? Il est continuellement dans « non, ce n'est pas possible ». Donc voilà, s'il devait y avoir un cadre, un mode d'emploi, ce serait le respect de l'enfant, le laisser se construire. Alors bien sûr, pas n'importe comment. Je pense que les collègues ici autour de la table ont suffisamment répété, mais déjà, s'il devait y avoir effectivement une manière, c'est respecter cet enfant qui vient au monde, non pas dans le... On ne le formate pas. L'être humain, le parent, il est responsable de cet enfant. Il n'est pas dans il n'est pas en train de le modéliser à sa forme, à sa manière. Il en est le responsable. Le responsable, ça veut dire lui donner les moyens et les outils nécessaires pour qu'il puisse avancer dans la vie avec sérénité. Et souvent, malheureusement, c'est pas de manière volontaire, bien sûr, lorsque je dis il n'y a aucune accusation, aucun jugement, mais c'est uniquement un constat de tout ce qu'on voit tous les jours, où les enfants, lorsqu'ils sont dans des problèmes d'apprentissage, ce n'est malheureusement pas parce qu'ils n'aiment pas apprendre, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas réussir, parce que tout enfant, il veut apprendre. Tout enfant a toujours des questions. Il n'y a pas au monde un enfant qui n'a pas de dire mais pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Alors c'est pas de la curiosité, je dirais mal placée entre guillemets, c'est parce que ils ont besoin de savoir. L'apprentissage, l'enfant, il n'y a pas un enfant au monde qui ne veut pas apprendre et avancer et réussir. Donc à nous, ensemble, donc parents, éducateurs, de l'aider à se construire cet enfant-là et à commencer par le respect. Voilà. Ça, pour ma part, c'est une question qui est très très importante. C'est une des questions fondamentales dans l'éducation de l'enfant, puisque je reviens encore à l'introduction de Michel Serres, je pense que si on voit l'enfant comme ça, c'est aussi parce que l'enfant ne veut pas rentrer dans le moule. L'enfant ne veut pas rentrer dans notre moule. Et je suis d'accord, je trouve que actuellement il y a une pression très forte sur l'enfant et très tôt. Il suffit de se poser la question nous-mêmes, et ça moi je l'entends tous les jours avec des parents. Est-ce qu'on essaie de savoir ce que l'enfant veut faire, l'enfant, l'adolescent, veut faire de sa vie, ou est-ce qu'on essaie de projeter sur l'enfant ce qu'on aimerait qu'il devienne parce que nous on n'a pas pu? Et souvent c'est souvent ça que j'entends moi. Des enfants, une jeune fille qui veut devenir coiffeuse et le papa qui préfère qu'elle fasse maths sup parce qu'elle est très bonne en maths. Un enfant qui veut devenir pâtissier et la maman qui le voit plutôt médecin. Et on a tendance donc à projeter nos ambitions sur nos enfants et à dévier leurs besoins premiers.
il suffit de se poser la question, vous allez entendre, là la période de Noël arrive, le nombre de jeux éducatifs qui se vendent. Les gens achètent beaucoup de jeux éducatifs dès 1 an, ou même avant, on essaie d'apprendre l'anglais à un enfant. On essaie, je travaille avec des personnels de crèche, il y a des mamans qui viennent récupérer leurs enfants à la crèche et qui disent « Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait comme travail à la crèche ?» Donc c'est fou. Et actuellement, il faut savoir quand même, enfin il y a encore quelques temps, ça se fait de moins en moins, mais quand même, les enfants étaient scolarisés à 2 ans. Il y a de plus en plus d'écoles qui refusent les scolariser à 2 ans, mais c'est plutôt 3 ans. Mais il faut quand même savoir que les enfants sont déjà évalués à 3 ans. J'ai eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, de lire l'évaluation d'un enfant de 3 ans. Je vous assure que j'ai eu peur. Il y avait 5 pages où il y avait acquis, non acquis, acquis, non acquis. Et à la fin, la maîtresse concluait, et l'enfant ne veut pas rentrer dans son rôle d'élève. Il avait 3 ans. C'était en novembre, hein. Il venait de rentrer à l'école. Donc la pression, je pense que la pression scolaire, elle commence très très tôt. Alors, il y a la pression de l'éducation nationale. Hein. On nous dit souvent, il y a un programme, les maîtresses doivent respecter le programme. Mais il y a les parents aussi. Hein. Parce qu'un enfant qui est à la crèche, quand une auxiliaire répond, il a fait de la peinture, et qui s'entend dire, oui, mais quelle peinture? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dessiné un personnage. Enfin, c'est les parents qui demandent à ce qu'on apprenne à l'enfant le plus tôt possible. Et je rejoins ce que disait Madame Zeradine. Du coup, on ne laisse plus la place à l'imaginaire. Il y a des psychologues qui actuellement travaillent sur l'ennui, parce qu'on ne laisse plus les enfants s'ennuyer. Et l'ennui, alors l'ennui, c'est un mot péjoratif, non. L'ennui, c'est cet espace-là qu'a l'enfant pour imaginer, pour créer, pour inventer. Moi, j'ai pour habitude de dire que l'imaginaire, ça commence par I comme intelligence. Un enfant qui va pouvoir imaginer, c'est un enfant qui va tordre dans tous les sens des choses abstraites. C'est des choses qui se passent dans sa tête. Alors, la question de la pression, je crois qu'elle est très importante parce que actuellement, on est pris, nous les parents en effet, parents musulmans, on se dit, oui, il faut bien suivre le mouvement. Mais je trouve que c'est très grave, puisque, je ne sais pas si vous savez, il y a un projet d'évaluation d'enfants à risque ou moindre risque d'être en échec scolaire à 5 ans. On envisagerait même de faire redoubler les enfants en grande section de maternelle. L'impact d'un redoublement, c'est catastrophique dans la tête d'un enfant. Et un enfant qui redouble à l'école maternelle, ça renvoie tout de suite l'idée qu'il est en échec scolaire. Et quand on dit à un enfant, ou quand on laisse entendre à un enfant qu'il est en échec scolaire, il y a des études qui ont montré que l'enfant deviendra un enfant en échec scolaire. Donc je pense que le mouvement actuel qui contribue à mettre la pression aux enfants dès 3 ans, c'est très grave, c'est extrêmement grave, puisque les enfants n'auront de choix que de suivre, et auquel cas de céder à la pression de l'adulte, adulte qui est l'instituteur, les parents, la directrice d'école, etc. Ou alors de baisser les bras. Alors, quand l'enfant baisse les bras, je ne sais pas si vous savez, mais la plupart du temps, au pire, il est considéré comme étant en échec scolaire, enfin au mieux, il est considéré comme étant en échec scolaire. Au pire, on renvoie l'idée implicite aux parents que l'enfant doit être un petit peu handicapé quand même. Et on leur propose indirectement de le mettre en éducation spécialisée. Ça, moi, je l'entends souvent. Hein. Je vous assure que c'est pas quelque chose qui est très rare. C'est où tu suis, où tu dois certainement avoir un problème. Alors, il y a des parents qui se battent contre le système scolaire pour dire non. Mon enfant, il a la tête dans la lune, tant mieux. C'est le moment ou jamais. Vous savez certainement que même en islam, on dit que le jeu, c'est de 0 à 7 ans. Et en effet, un enfant qui est dans la tête dans la lune, c'est très mal vu. Alors qu'un enfant qui a la tête dans la lune, c'est un enfant qui rêve, c'est un enfant qui a envie de jouer. Alors je vous disais, où les parents vont résister à cette pression et vont dire non, mon enfant va très bien, vous allez le laisser tranquille, il apprendra ce qu'il apprendra. Ou alors les parents vont aller dans le même sens que l'éducation nationale et mettre une pression supplémentaire à leur enfant. Et même renvoyer à leur enfant, inconsciemment ou même consciemment, tu n'es pas comme les autres. Tiens-toi tranquille, travaille un petit peu plus, écoute la maîtresse.
Et donc ça renvoie l'image à l'enfant qu'il n'est pas. Il n'est pas le gentil enfant, il n'est pas l'enfant qu'on aurait voulu avoir. Et c'est pour ça que je dis que c'est très grave, parce que je pense que Mme Ziradine, enfin, le dirait certainement mieux que moi, mais quand on imprime comme ça une idée dans la tête d'un enfant très tôt, eh bien je peux vous dire qu'on n'arrive pas à l'en déloger jusqu'à ce qu'il devienne un adulte. Il garde dans sa tête un sentiment d'échec. Donc c'est pour ça que je trouve que la question de la pression scolaire actuellement, c'est une question qui est centrale dans l'éducation de nos enfants. Et tout parent doit se poser la question, est-ce que je fais bien les choses quand je pousse mon enfant? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas pousser les enfants, hein, parce que bien sûr, un enfant, ça veut toujours jouer, c'est normal. Mais à partir de quand est-ce que je suis en train d'exagérer? Moi, pour ma part, je dirais, alors regardez tout simplement la tête de votre enfant. Si vous voyez que votre enfant ne sourit plus, si vous voyez que votre enfant ne joue plus, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Un enfant, ça devrait toujours être souriant. Alors bien sûr, quand il travaille, il n'est pas très content, mais après, il reprend vite le pli et il joue. Mais quand un enfant est très saturé, quand il sent une pression permanente, même au moment où on le laisse tranquille, eh bien, il est triste, il ne sourit pas. Donc, je dirais, pour ma part, il faut regarder d'un peu plus près nos enfants et se remettre en cause, se dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que ce que je veux pour mon enfant, c'est dans son intérêt, ou c'est simplement que je suis en train de projeter ce que j'ai pas pu faire? Bien sûr, on aurait tous aimé faire plein de choses, et puis bien sûr, la vie a été ce qu'elle est, et puis on n'a pas pu faire. Alors voilà. Est-ce que c'est normal de projeter tous nos désirs, tous nos rêves sur nos enfants? Alors, si j'ai bien compris, on soulève la question de l'école. C'est en vérité, à mon sens, la question centrale. C'est la question clé. Les autres sont importantes. La question sociale, la question d'encadrement, les enfants, la difficulté, etc. Mais la question de l'école est centrale. Pourquoi? Parce que d'abord, elle concerne l'immense majorité des enfants, et donc de nos enfants. Deuxièmement, entre 3 et 18 ans, on va dire, l'enfant passe l'essentiel de son temps à dormir et à l'école. C'est 250 ou 260 jours par an, c'est 4 jours, voire 4 jours et demi par semaine. C'est des journées parfois au collège, c'est 28 à 33 heures selon les options. Donc l'essentiel du temps de l'enfant est passé à l'école. Et d'abord, il y a un élément à souligner, c'est que c'est vrai que d'un point de vue culturel, notamment pour les populations issues de l'immigration, donc population majoritairement musulmane, il y a une tradition culturelle qui est effectivement le fruit de ce que nos pères et nos grands-pères projettent sur leurs enfants et sur leurs petits-enfants. C'est qu'effectivement, ils ont une histoire qui est celle de l'exil et celle de l'immigration, et donc de l'immigration de travail. Et donc, ils ont toujours vu, à travers l'école, la voie de réussite par excellence, et la seule voie pour pouvoir s'insérer, etc. Donc, il y a une forme de sacralité aussi de l'école au sein de la communauté musulmane de manière générale, qui vient renforcer l'image générale et la culture populaire française, qui est qu'effectivement, l'école, c'est tout. Donc ça revient à l'histoire de l'école républicaine et à l'histoire de l'encadrement scolaire en France, qui est une histoire très particulière et qui aujourd'hui arrive depuis une vingtaine d'années maintenant, à des contradictions qui s'exposent en plein jour, et qui ont été soulignées par, vous pouvez retourner depuis les 15 dernières années, sur une large littérature écrite donc à la fois par des gens qui sont issus du système d'éducation nationale, qui ont été professeurs des écoles, qui ont été enseignants au lycée, etc. Et qui, depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, ont écrit un tas de livres. Il y a au moins une trentaine de titres très intéressants. Il y a sûrement beaucoup plus d'ouvrages qui ont été pondus sur le sujet, sur la crise de l'école, sur les contradictions internes de cette immense machine. Un ministre parlait d'un mammouth qu'il faudrait dégraisser. Et effectivement, l'éducation nationale et l'école, de manière générale, qui est majoritairement publique en France, à 80%, c'est une question centrale aujourd'hui. Et ça soulève beaucoup de questions. Ça soulève une problématique, c'est que l'école républicaine française se distingue aussi de beaucoup d'autres pays, notamment les pays nordiques, par le fait qu'elle se veut
exclusive et majoritaire, c'est-à-dire qu'elle part du principe, et c'est une vision égalitariste républicaine qui remonte au XIXe siècle, voilà, que tous les enfants ont droit d'aller à l'école et que la réussite passe par là et que tout le monde doit pouvoir accéder aux fondamentaux de la connaissance, donc lecture, écriture, etc. Mais quand on regarde bien, on analyse, on réalise que même cette vision aujourd'hui, qui est en vérité dans les faits, donne quoi? Donne, d'ailleurs, je consultais avant de venir les dernières statistiques qui ont été faites en comparaison donc, des pays de l'OCDE, donc des pays développés, et que depuis une dizaine d'années, effectivement, la France ne fait que régresser alors qu'elle était censée avoir la meilleure école du monde dans les années 50-60. On constate qu'il y a cette grande fracture entre une école ou des écoles d'élite qui font effectivement entretiennent en production des élites dans des écoles de haut niveau qui ont des moyens, etc., qui expérimentent des pédagogies alternatives, qui sont suréquipées en moyens, etc. Et on va dire l'école de masse qui reste et qui est indifférenciée, c'est-à-dire qu'on part du principe que, eh bien, on a 12 millions d'enfants qui sont scolarisés dans le secteur primaire, par exemple. Ben, ces 12 millions d'enfants sont des photocopies. D'où l'idée, à terme, qui est vraiment bizarre, eh bien, il faut que 80% d'une classe d'âge arrive au bac et ait son bac. Et que, par définition, les matières générales et le bac et donc l'université, c'est la seule voie d'excellence. Et après, on se dit, bah, tiens, il y a le plombier polonais qui va venir piquer nos emplois. Alors que un métier manuel, la réalisation à travers un métier manuel est une formidable expérience d'épanouissement. Avec un enfant qui n'est pas nécessairement doté parce que pour le concept, pour les sciences sociales ou même pour les mathématiques, mais qui a une véritable habileté manuelle à maîtriser un métier, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que toute l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'est une formidable expérience d'acquisition de savoirs manuels, techniques, qui sont transmis de maître à élève et avec une longue tradition qu'on connaissait chez les compagnons, dans les métiers du bâtiment, etc. Et tout ça aujourd'hui, avec le système de l'école républicaine massive, uniformisante, etc., a amené aujourd'hui à des dérives terribles. Et il y a une véritable crise de l'école, c'est une évidence. Et malheureusement, je constate que chez les musulmans de manière générale, il y a souvent un temps de retard. C'est-à-dire autant... moi j'ai beaucoup fréquenté, je me suis beaucoup intéressé aux associations des catholiques traditionnalistes qui réfléchissent depuis très longtemps sur la question de l'école, de l'éducation et qui ont les mêmes problématiques que nous. C'est-à-dire qu'ils se posent la question, voilà, qu'est-ce que la morale, l'éthique, comment transmettre un certain nombre de valeurs avec une instruction réussie, qu'est-ce que l'instruction, qu'est-ce que la connaissance, quels sont les savoirs que les enfants doivent maîtriser, la place de la langue. Vous savez qu'aujourd'hui, le système a fait que quasiment on a divisé par 2 le nombre de textes de littérature qui sont étudiés entre la seconde et la terminale dans les lycées d'enseignement général. Aujourd'hui, on a intégré des nouvelles formes d'expression comme le slam, etc., comme patrimoine de la culture et de la littérature française, mais concrètement, ce qu'on constate au final sur le terrain, on revient à notre histoire de portable, le sms aidant, on en arrive à un appauvrissement du langage qui est terrible. Donc aujourd'hui, la question de fond qu'il faudrait pouvoir réussir à faire émerger au sein de la communauté musulmane et de ses acteurs, c'est qu'est-ce que devrait être l'école. Et j'en reviens au père fondateur de l'école républicaine, que vous prenez Condorcet. Condorcet disait qu'il faudrait, à côté de l'école publique, qu'il y ait tout le temps un certain nombre d'écoles privées qui puissent avoir la liberté d'expérimenter diverses formes d'enseignement et de pédagogie, afin que l'école publique puisse le voir comme un miroir et puisse toujours vivre dans une espèce d'émulation qui la pousserait, comme elle est un service d'État, à augmenter constamment son niveau. Et aujourd'hui, on constate que c'est l'inverse. Vous êtes dans les quartiers populaires, notamment en Île-de-France, la concentration de l'immigration, le niveau, bon, souvent des familles effectivement en difficulté sociale, qui ont peu accès à la connaissance, parfois analphabètes, etc. On réalise que cette concentration, et c'est là où c'est toute la contradiction, c'est que normalement dans ces quartiers, on devrait mettre les profs les plus expérimentés,
Or, le système fait que les profs les plus expérimentés ont plus de points, donc peuvent choisir plus facilement leur lieu d'enseignement. Donc, naturellement, quand ils ont 15 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, ils préfèrent aller enseigner dans le sud pour pouvoir finir ensuite leur retraite là-bas. Ce qui se comprend dans le cadre d'un choix individuel. Et ce sont les nouveaux profs qui viennent sortir des IUFM qui se retrouvent dans des quartiers populaires avec des lycées où vous avez 95% d'une classe qui est issue d'immigration, où vous avez des enfants qui continuent au sein du lycée à s'exprimer ensemble avec leur langue d'origine, et ça soulève des questionnements pédagogiques terribles. Donc on arrive aujourd'hui à une contradiction qui est difficile à relever, et c'est là où je pense qu'on a une possibilité en tant que minorité composante de ce pays, qui aspirons qui apprécions, qui aimons notre langue, qui est la langue française, qui souhaitons que nos enfants accèdent d'abord à ce premier outil de la connaissance qui est la langue. La langue est la question centrale. Avant le reste des autres disciplines, il y a cette question de maîtriser la langue, parce que pouvoir maîtriser la langue, c'est pour exprimer justement ses sentiments, ses idées, ses attentes, et donc pouvoir ensuite nommer les choses et nommer ses désirs. Et donc cette question doit aujourd'hui être traitée, à mon sens, au sein des acteurs de l'éducation, au sein de la communauté musulmane, en tout cas de la composante musulmane de ce pays, et d'essayer de soulever des questions. Quelles sont les alternatives possibles? Parce que le système massif n'est pas une fatalité. Il existe des tas d'expériences, des pédagogies alternatives, il existe même la possibilité de scolariser, ou en tout cas d'instruire jusqu'à un certain âge selon ses capacités soi-même son enfant. Je connais personnellement un certain nombre de familles qui s'organisent et qui travaillent à la fois avec des enseignants qui sont en poste, mais aussi eux-mêmes sur l'encadrement de leurs enfants et l'instruction de leurs enfants en dehors du système officiel, et qui expérimentent des pédagogies intéressantes, où l'après-midi on peut tout à fait socialiser l'enfant pour lui faire découvrir le fonctionnement de la mairie, du supermarché, faire des travaux d'intérêt général pour aller découvrir des métiers, etc. Et le matin, travailler sur tout ce qui est enseignements fondamentaux, etc. Il existe des tas d'alternatives, et aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, c'est que chaque enfant est doté d'un capital au départ, d'un potentiel. Et le bon éducateur, je sais qu'il y a une question qui traînait, qu'est-ce qu'un bon éducateur? C'est celui qui effectivement sera capable d'orienter vers cet enfant, vers ce qui réellement correspond à ses attentes, à son capital génétique, à ce pourquoi dans ce capital elle va donner des qualités plus qu'à d'autres, et on le constate très, très facilement quand on joue avec les enfants ou quand on anime des enfants en bas âge. On réalise bien qu'ils sont tous différents et que chacun a un potentiel. Celui qui a une plus belle voix que l'autre et qui naturellement va vers le chant et a une sensibilité artistique qui se dessine tout de suite par rapport aux autres. Celui qui a une maîtrise rapide du langage et qui est attiré par la poésie, les concepts, les idées, d'exprimer des... Voilà, celui qui va se retrouver dans des choses plus manuelles. On arrive rapidement, en vérité, à voir cette diversité, et il est dommage aujourd'hui que le système impose en vérité un enseignement massif et uniforme, alors que la liberté des parents et des enfants, c'est de pouvoir trouver ce que chaque enfant, en vérité, pourrait découvrir en lui-même, et pouvoir accéder à ces qualités, à ces compétences qu'il a, et pour lesquelles l'adulte est là, effectivement, pour l'encadrer, lui donner le contenu. Et ça, c'est un vrai... La diversité de l'éducation, c'est aussi une vraie question sur laquelle, je pense, on peut apporter des réponses, et pour laquelle on est en premier concerné, parce qu'on a une double situation. On est à la fois très souvent issu dans des quartiers populaires, etc., où il y a ces problématiques éducatives, et en plus on a une composante culturelle et religieuse qui vient brouiller un peu le cadre laïque habituel ou monoculturel qui existait jusqu'alors. Donc c'est des problématiques très complexes sur lesquelles il faudrait qu'on puisse avancer, Inch'Allah. Balayer vite fait le sujet d'avant. Juste dire, en ce qui me concerne, il ne s'agit pas de handicap, il s'agit de force. Je crois que si on pouvait ne le traiter, ne l'aborder que comme ça, je pense que déjà en être convaincus nous-mêmes, ce serait un autre débat et un autre discours qu'on donnerait à nos enfants. J'entends bien ce que tu dis, sauf que dans ce que tu dis, il y a une énorme pression sur la relève, sur le fait de porter, de faire honneur aux parents, tout ça, c'est phénoménal et extraordinaire. Et du coup, je me dis, ça c'est important, il faut que ça existe. Et comment il y a de la subtilité et une traduction qui est faite dans notre vécu quotidien, qui est présent en termes d'attente, exigence, mais en même temps assez libre pour que le territoire que va occuper l'enfant, qui va devenir un ado et après un adulte, dans sa vie de professionnel, soit la plus en prise de liberté le plus possible, quoi. Voilà, parce que ça, c'est là où c'est compliqué.
Par rapport à la scolarité, je me dis quand même qu'il faut effectivement mettre en place les moyens et que notre enfant agira en fonction de ses moyens. La question c'est quelle image, je reviens à l'exemplarité, quelle image le père donne au fils au regard de l'école, quelle image la mère donne à la fille et au fils au regard de l'école, comment l'homme considère sa femme par rapport à l'école, comment sa femme considère son mari par rapport à l'école. Ça, vous n'allez rien dire, vous allez le vivre. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder, leur cerveau va décrypter, le message sera extrêmement clair. Il y a des messages dans nos familles qui disent simplement, l'école c'est pas pour les filles. Voilà. Je vous le dis, ça existe, c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Il n'y a personne à jeter dehors, il n'y a personne à critiquer, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que ça, c'est encore un petit peu trop présent. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui? Il y a aussi des pères qui pensent que l'école, c'est pas important longtemps, ou que l'école, il faut à tout prix qu'il le fasse pour faire quelque chose dans sa vie. Tu parlais des potentiels. Nous, les ados qu'on accueille, soi-disant, ils sont complètement à côté de la plaque au niveau de l'école. Du coup, on les accueille et on travaille avec un système qui s'appelle Potentialis. Donc, il y a un bilan de potentiel qui est établi et on travaille après avec eux sur un projet où ils vont mettre en avant leur potentiel fort. Peut-être que c'est une question qu'on peut aborder et c'est un outil qui pourrait être utilisé aussi dans notre association. Voilà, après, je pense qu'il y a d'autres outils pour déceler les potentiels et les mettre en avant. Donc, je suis pas un spécialiste. Mais moi, je voudrais aborder une question qui vient percuter l'école, qui est effectivement incontournable, je suis d'accord avec toi, mais qui du coup, à mon avis, peut être traitée sans y aller directement. Je me dis, c'est pas moi qui l'ai dit, moi je le dis comme ça, faut pas confondre objectif et le chemin à parcourir. Parce que c'est extrêmement important. Quand j'ai commencé à travailler en sociologie, il y a mon directeur de mémoire qui m'a raconté une histoire sur le système des représentations. Représentations, c'est en fait ce qu'on pense, malgré nous, de ce qu'est quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on pense, nous, de ce qu'est l'école pour nos enfants, de ce qu'est l'école pour nous, malgré nous. Et il y a une étude sociologique qui a été faite par rapport aux filles. À l'école, toutes les filles. Et les mathématiques. En fait, parce que quelqu'un s'est dit, comment se fait-il que les filles réussissent brillamment les mathématiques jusqu'en fin de troisième, mieux que les garçons, et qu'à partir du lycée, quelque chose qui décline, et il y a un phénomène inverse qui se produit. L'étude sociologique, qui a été faite à l'époque, a démontré en fait que le rapport du professeur à l'élève fille par rapport aux mathématiques au collège était beaucoup moins dur, beaucoup plus neutre, beaucoup plus valorisant que le professeur de lycée. Je m'explique. Un professeur, pour demander à un jeune combien fait 1 plus 1 à un garçon, donc il le pose comment fait 1 plus 1, et à une fille, il va lui demander comment, à son avis, si jamais on enlève 10 de 10 pour rajouter 10 à 10, combien fera la somme de 1 plus une autre unité? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, malgré lui, le professeur complexifie la question, en fait. Je sais pas si d'ailleurs mon exemple est compliqué, mon exemple. En fait, il pose une question plus difficile, peut-être que tu reprendras ça de manière plus précise et plus simple, parce que des fois c'est vrai que je complexifie. Et du coup, je veux venir moi sur le système des représentations. Qu'est-ce que nous on pense de l'école? Est-ce qu'on n'est pas persuadé que l'école est contre nos gamins? Question. Est-ce qu'on n'est pas persuadé que nos gamins, de fait, ils sont mal vus à l'école? Question. Est-ce que du coup, si on est persuadé un petit peu de ça, on n'est pas forcément un petit peu plus agressif que la moyenne des parents quand on va à l'école? Question. Vous voyez ce que je veux dire? Je reviens sur quelle place a le parent et qu'est-ce qu'il va montrer avoir le parent à son enfant sans rien dire. Et je parle, moi je l'ai vécu, Je l'ai vécu où je me suis rendu compte que je ne montrais pas forcément une bonne image quand mes gamins étaient petits, parce que quand mes gamins étaient petits, je pense que j'étais vraiment en tension avec l'école, et je sais aussi, de par un vécu personnel, que j'avais pas confiance du tout, jusqu'à il y a encore 5-6 ans, en l'école. D'accord? Je crois que c'est ça qui m'importe aujourd'hui de faire passer comme message, c'est qu'à chaque fois que je pose une question, avant même de se poser la question de comment on va faire passer ça à notre enfant, nous déjà, comment on se situe par rapport à ce problème-là, comment nous on agit en tant qu'acteurs, en tant que citoyens, et comment on considère l'école. Parce que l'école...